អង្គុយចុះ Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Je donne la parole à l'équipe de défense de Nuon Chea pour la poursuite de son interrogatoire. Maître Som Arun. លោកសាក់សីខ្ញុំសូមសួរលោកបន្តតែពី3សំណួរទៀតទេមានឯកសារចម្លើយរបស់ការសាកសួររបស់ចក្រមស៊ើប Maître Som Arun, je n'ai plus que quelques questions. Document E3/64. C'est le procès-verbal de votre audition. Il vous a été demandé qui étaient Jem et Dunn. Vous avez dit ne pas le savoir exactement. Vous avez dit que Jem était peut-être un membre de l'Assemblée, tandis que Dunn était peut-être président d'un quelconque bureau en rapport avec Kyo Sampan ou Nuon Chea, ou encore président de la zone nord et de son comité. Vous avez employé le terme peut-être. Autrement dit, vous n'en étiez pas sûr. C'était une supposition de votre part. Est-ce exact de dire qu'il s'agissait d'une supposition de votre part quant à leur fonction? Réponse. Effectivement, j'ai employé le mot peut-être. Parce que je n'étais pas sûr. Mais en venant dans le prétoire, déposer j'ai dit que ce dont je n'étais pas certain ne devait pas être utilisé par la Chambre. Si j'ai employé des expressions trahissant un certain doute, comme peut-être, éventuellement, je demande à la Chambre de ne pas prendre en considération les paragraphes en question, où il ne s'agit que de suppositions de ma part. La défense. Merci pour cette précision. C'est la deuxième fois que vous mentionnez ce point. Toujours sur ce procès-verbal d'audition, le BCJ vous a demandé quel était le rôle de Nuon Chea par rapport au télégramme. Et vous avez dit que le télégramme était censé être envoyé seulement à Pol Pot, mais qu'ensuite l'unité des télégrammes avait appris que le télégramme était censé être envoyé à ceux qui étaient chargés de faire face aux problèmes ayant trait à la population, et que c'était justement Nuon Chea qui en était responsable. Vous dites que le télégramme devait être envoyé à la personne chargée du peuple. Or, Nuon Chea était cette personne. Pouvez-vous préciser? Car à l'époque, Nuon Chea était président de l'Assemblée des représentants du peuple. Pourquoi Nuon Chea était-il la personne responsable des problèmes en rapport avec le peuple? Parce qu'à l'époque, il était seulement président de l'Assemblée des représentants du peuple. Réponse.
Sincèrement, je ne savais pas exactement de quoi Pong était responsable, mais les enquêteurs du BCJ m'ont demandé d'analyser la situation et de donner des explications. J'ai donc expliqué qu'il y avait telle ou telle possibilité. Et je le répète, cela ne relevait pas de ma responsabilité. Et cela ne faisait pas partie de mon travail. Dans ce message, il y avait une instruction claire selon laquelle cela devait être envoyé au frère Paul. Nous avons examiné le contenu du message et nous avons appris que le message n'était pas censé être transmis uniquement à Paul, mais aussi à un grand nombre d'autres destinataires. C'est ce que j'ai dit aux enquêteurs du BCJ. Et c'est pour ça que l'unité des télégrammes a apposé une annotation comme quoi le message devait être envoyé au frère Noun. Mais en fait, ils ont décidé, nous avons décidé que le message devait être envoyé au frère Noun. Voilà l'explication que j'ai donnée. La défense. Dernière question. Hier, les avocats des parties civiles vous ont posé une question au sujet d'actes d'inconduite morale, en demandant ce qui serait arrivé à l'auteur d'un tel acte. Or vous, au juge d'instruction, vous avez dit que l'auteur d'un acte immoral, eh bien, que son cas serait renvoyé à Nuon Shea. Pourquoi ? Dès lors que Nuon Shea était président de l'Assemblée des représentants du peuple, il n'avait rien à voir avec cela. Réponse. Veuillez revoir la déclaration. Si j'ai dit peut-être, c'était une hypothèse de ma part. Le président. La parole est à l'accusation. Le coprocureur. Début inaudible. La défense fait référence à une partie de la déclaration et certaines pièces, il faudra donner les ERN et les cotes pour qu'on puisse tous suivre. Deuxièmement, la première fois, je n'ai pas soulevé d'objection, mais je vais le faire maintenant. Mon confrère déforme la position qui était celle du témoin à l'époque. Le témoin a dit qu'il était secrétaire adjoint. Nuon Shea a dit qu'il était secrétaire adjoint du PCK. On ne peut pas présenter aux témoins des informations fausses, car cela peut déformer son témoignage. Si la défense veut présenter la position de son client telle que celui-ci l'a exprimée, il doit le faire intégralement et ne pas dire que son client était seulement président de l'Assemblée des représentants du peuple. La défense. J'ai mentionné la cote du document, il n'y a pas eu d'objection.
Il n'y a pas eu d'objection quand j'ai posé mes premières questions. Par la suite, j'ai dit que j'avais fait référence au même document. Mais j'ai posé des questions différentes. Le témoin a apporté des précisions suite à mes questions. Concernant ma dernière question, le témoin a voulu vérifier s'il avait utilisé le terme peut-être ou éventuellement, pouvant indiquer que le témoin n'était pas certain. Et c'est tout. J'en ai terminé. Le président, la parole est à l'avocat international de Nunchia. Avez-vous des questions à poser? Si oui, allez-y. La défense. Merci, bonjour. J'ai des questions à poser. Monsieur le témoin, bon après-midi. Aux côtés de Maître Son Haroun, l'avocat qui vient de vous interroger, je représente Nunchia. J'ai d'autres questions à vous poser. Avant cela, je tiens à vous remercier non seulement d'être venu répondre à toutes ces questions. Je sais que ça dure longtemps, que c'est difficile, mais en plus, je vous remercie d'avoir à maintes reprises indiqué, le cas échéant, que vous ne saviez pas une chose. Vous l'avez dit. Nous sommes reconnaissants envers vous pour cette sincérité. Je vais essayer de gagner du temps pour ne pas devoir continuer demain. J'aimerais obtenir confirmation de quelques points et je le fais pour bien comprendre votre déposition. Premièrement, vous avez dit qu'il y avait un système en place dans les bases et en particulier dans les zones, je pense, pour confirmer la réception d'un télégramme, une fois un télégramme envoyé depuis K18, je pense. Vous avez dit vous-même que vous ne pouviez pas confirmer qu'en fait, les télégrammes envoyés étaient toujours reçus. Est-ce exact? Vous-même n'étiez pas à même de confirmer que tous les télégrammes envoyés arrivaient à leur destinataire. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. Je n'étais pas en mesure de le savoir. Je ne pouvais pas vérifier cela. J'en étais incapable. Question. Vous avez dit qu'il y avait autre chose que vous ne pouviez faire. Vous l'avez dit ce matin en réponse à une question de mon confrère ici à ma droite, Maître Komsam On pour la défense de Kyosampan. Je pense que vous l'avez dit, vous lui avez dit qu'en réalité, vous ne saviez pas si les télégrammes dont vous traitiez parvenaient à leur destinataire. Vous n'en étiez pas sûr, vous ne pouviez pas le confirmer. Est-ce que je vous ai bien compris là-dessus? Vous ne saviez pas si, dans les faits, les télégrammes parvenaient à leur destinataire, en particulier les destinataires dont le nom figurait sur le télégramme. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. Je ne savais pas avec certitude si ces télégrammes allaient leur parvenir à tous. Question. Dernière question là-dessus. Pour être parfaitement au clair, comme dirait mon confrère de la partie adverse. S'agissant de vos connaissances personnelles sur ces télégrammes, ils étaient mis dans une enveloppe avec une mention de K1. S'agissant du sort de ces télégrammes, vous ne saviez pas ce qui leur arrivait après les avoir déposés dans cette boîte?
devant K1. Est-ce exact? Réponse. Non, ce n'était pas une enveloppe placée à l'entrée de K1, à la porte. Tous les messages devaient passer par ce portail où il y avait un poste de sentinelle et c'est là que les lettres arrivaient. Nous devions passer par là. On ne mettait pas les messages dans une enveloppe. C'était envoyé à K1. Il y avait des gens qui gardaient les lieux. Et c'est eux qui remettaient les lettres à qui de droit. Question. Pour être sûr de bien comprendre, ces enveloppes avec la mention K1 étaient déposées à l'extérieur de K1 et ensuite quelqu'un les prenait. N'est-ce pas? Réponse. Effectivement, il y avait des sentinelles qui montaient la garde 24 heures sur 24 dans une guérite, juste devant le bâtiment principal. Question. Donc, ce qui arrivait à ce télégramme plus tard, cela relevait seulement de Pong, d'après ce que vous avez dit. Cela ne vous regardait pas, n'est-ce pas? Réponse. À K1, les gardiens transmettaient la lettre à Pon et celui-ci s'occupait de la distribution de la lettre. Question. Ainsi, je vais gagner pas mal de temps. Je passe à une question d'ordre général. Et puis, je reviendrai à certaines questions plus concrètes. Maître Sonarun vous a posé des questions, ou plutôt une question, sur les hypothèses dont vous avez parlé. Vous avez indiqué comment la Chambre devrait traiter les hypothèses que vous avez confiées au BCJ. J'ai une autre question sur une chose que vous avez dite concernant les entretiens avec les enquêteurs du BCJ. Le plus simple, ce sera probablement de citer le projet de transcription pour ne pas déformer vos propos. C'était l'audience d'hier. Je pense que vous répondiez à une question des parties civiles. Je cite un projet de transcription datant d'hier, page 73, ligne 7. Vous avez dit, à l'époque, je ne savais pas quand ces gens ont disparu ou ont été retirés. Les enquêteurs ont essayé de me poser la question à maintes reprises. J'ai dit dès le début que je l'ignorais. Ils m'ont demandé d'expliquer le retrait des gens. J'ai commencé à expliquer, mais ensuite on m'a accablé de multiples questions. Et la déclaration ne peut être utilisée comme élément de preuve, car j'ai bien dit que je ne savais pas, et je ne sais pas ce qui est arrivé aux gens qui ont été retirés dans les bases, et je ne sais pas comment ça fonctionnait. Ce qui m'intéresse, c'est une expression que vous avez employée dans cette déposition. Vous avez dit que vous aviez été en quelque sorte bombardé par les enquêteurs. Qu'entendiez-vous par là? Est-ce que ça veut dire que pendant vos entretiens avec les enquêteurs, quand vous ignoriez quelque chose et quand vous disiez clairement que vous ignorez quelque chose, les enquêteurs continuaient de vous poser des questions parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de votre réponse, ou bien est-ce que vous aviez autre chose en tête? Pourriez-vous nous expliquer
ce que vous entendiez par cette idée d'être bombardé de questions. Je vois que mon confrère de la partie adverse s'est levé. Le président, témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. L'accusation. C'est à contre-cœur que j'interromps mon confrère, mais notre objection se fonde sur le manque de pertinence. Nous avons entendu les éléments de preuve de première main donnés par le témoin. Il a expliqué quelles étaient les limites de ses connaissances. Il a apporté des éclaircissements, nous les avons entendus. Nous l'avons aussi entendu confirmer de nombreuses parties de ses déclarations. Il a apporté des éclaircissements, le cas échéant, quand c'était nécessaire. Selon nous, des questions portant sur les techniques utilisées par les enquêteurs sont tout simplement dénuées de pertinence. Si mon confrère veut tester la connaissance du témoin par rapport à ses déclarations précédentes, on peut lui demander ce qu'il voulait dire et pour voir s'il y a une différence avec ce qu'il dit maintenant. Mais des questions en rapport avec les techniques utilisées par le BCJ, cela est dénué de pertinence. Le témoin est là, nous pouvons traiter des faits avec ce témoin. La défense. Brièvement, ma position est complètement différente. Depuis longtemps, nous considérons que ces techniques mêmes utilisées par les enquêteurs durant la phase d'instruction, la nature de ces techniques, le style, tout cela, comme nous l'avons dit à maintes reprises, tout cela est pertinent par rapport à la question de la qualité des éléments de preuve qui sont présentés devant la Chambre, par rapport à ces PV d'audition, dans de nombreux cas, sur la base des décisions des juges sur lesquels nous allons nous appuyer. Certains témoins ne seront pas appelés, ils ne pourront pas être contre-interrogés. Et donc ces techniques sont pertinentes, car elles sont liées à la qualité de ces PV. Le témoin nous parle d'un bombardement de questions, on peut lui demander ce qu'il entend par là. Peut-être que c'est parfaitement inoffensif, mais c'est à lui de le dire. Le président, je vous en prie, maître Carnavas. La défense, merci, bon après-midi. Je soutiens la réponse de la défense de Nunchia et voici ce que je veux ajouter. Ces événements remontent à près de 40 ans. La conduite de l'instruction, l'établissement d'un résumé, le fait d'aider le témoin à se souvenir d'événements en lui présentant des documents, toutes ces techniques doivent pouvoir être examinées car c'est lié à la crédibilité de la mémoire des témoins, du témoin, concernant sa compréhension des événements à l'époque, compte tenu de ce qu'il savait à l'époque et non pas compte tenu des éléments qu'ont pu lui donner les enquêteurs. C'est une ligne d'interrogatoire qui a été appliquée dans le passé. Bien sûr, l'accusation voudrait qu'on ne parle pas de la conduite de l'instruction pour des raisons bien évidentes. Pour nous, c'est indispensable de le faire. Cela a été le cas devant les autres tribunaux internationaux. Nous appliquons les normes internationales. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse appliquer ces normes ici. Merci. Je vous en prie. Très brièvement, donc, je voudrais également soutenir la position qui vient d'être énoncée par mes deux confrères. Votre procès est la preuve qu'il est essentiel d'avoir des règles lorsque l'on entend une personne, des règles d'honnêteté et de technicité du questionnement. Nous avons vu tout à l'heure, pour ce qui concerne cette personne, et nous l'avons déjà vu par le passé, qu'en plus de cela, il semble, si l'on en croit
les procès-verbaux ou un procès-verbal d'audition que les enquêteurs aient rencontré ce monsieur avant même le 18 février et qu'il n'y ait eu ni enregistrement ni procès-verbal de cette rencontre, alors même que les faits étaient évoqués avec le témoin. Donc je crois que c'est véritablement capital pour la bonne tenue de ce procès et je soutiens la demande de mon confrère. Le président, la défense de Nunchia, vous souhaitez intervenir sur la même question ou soulever une autre question? Désirez-vous reposer une question aux témoins ou vous voulez simplement vous répondre les uns les autres? La défense de Nunchia. Je voulais, Monsieur le Président, vous demander l'autorisation de rajouter une chose. Il y a une idée tendant à suggérer que l'ordonnance de clôture aurait mis fin à tous les problèmes pendant l'enquête. Mais nous constatons à de nombreuses reprises des irrégularités, des déclarations qui ne correspondent pas, des enregistrements audio, des horaires qui ne correspondent pas non plus. Je pense que nous sommes bien loin de pouvoir présumer que l'enquête judiciaire ait été régulièrement menée. Ce sont des enjeux importants. Nous ne pouvons pas tester ces preuves et nous l'avons abordé lors de la réunion de mise en état. Nous n'avons pas le temps de tester ces preuves. J'ai soulevé d'ailleurs un point ce matin. Nous recevons la transcription d'une audition de la déposition d'un témoin après sa déposition. Il est ici, il dépose depuis 3 jours. Ensuite, nous recevons la transcription. Et je tiens à dire que, à mon avis, la Chambre ne doit pas partir du principe que l'enquête du BCIG a été faite de manière régulière. Et je tiens à dire également que je ne compte pas intervenir à chaque fois pour ajouter des commentaires. Le Président. Tout d'abord, la Chambre a déjà entendu cette objection fréquemment soulevée et y a déjà répondu. Sauf erreur de ma part, vous devez savoir que la Chambre a dit aux témoins qu'il a l'obligation de dire la vérité et de parler simplement de ce qu'il sait, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a observé concernant les événements dont il parle ou au sujet desquels les parties l'interrogent. La Chambre a l'obligation d'informer le témoin de ses obligations. La Chambre a d'ailleurs déjà indiqué au témoin qu'il ne doit pas tirer des conclusions ni émettre des présomptions, car ce témoin n'est pas un expert qui peut justement tirer des conclusions sur la base d'une expertise quelconque. Par ailleurs, la Chambre a précisé à de nombreuses reprises que la défense doit soumettre sa demande par écrit, résumant tous les aspects afin de permettre à la Chambre de se prononcer sur vos interventions. Il existe des millions de pages de documents au dossier. Il est impossible de catégoriser tous ces documents dans des catégories précises. Il y a, même aujourd'hui, d'autres problèmes qui se posent autour de ces documents.
Et nous voilà que nous en parlons aujourd'hui encore. Comme vous le dites, c'est une question très sérieuse. Et lorsque l'accusation soulève des objections, ceci est également sérieux. Donc, vous le dites vous-même, vous soulevez un point sérieux. Donc, dans ce cas-là, veuillez soumettre la demande par écrit afin de permettre à la Chambre de se prononcer. La défense de Nuntia. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que donc mes réponses aux objections doivent être soumises par écrit? J'ai posé une question, il y avait une objection concernant sa pertinence exprimée par l'accusation. Je me suis levée pour répondre. Le Président, nous allons résoudre cette objection maintenant. Nous n'allons pas faire attendre le témoin pendant ce débat. Vous avez profité de cette occasion pour soulever ce point en disant que c'est un point très sérieux et qui dure depuis très longtemps. Et c'est sur ce point-là que j'ai tenu à insister. Si vous pensez effectivement que cette question est d'ordre aussi importante et que c'est une question qui pose fréquemment problème, alors oui, effectivement, vous devez justement soumettre votre demande par écrite. La défense, merci de cette précision.
Le président, afin de se prononcer sur cette question, la parole sera cédée au juge Lavergne, qui va répondre concernant ces questions soulevées. La défense, en interrogeant ce témoin, vous êtes prié de ralentir afin que aussi bien les questions que l'interprétation puissent se faire avec précision. Le juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. La Chambre voudrait tout d'abord rappeler qu'elle est saisie d'un certain nombre de requêtes qui, dès à présent, mettent en cause la régularité d'un certain nombre de méthodes d'interrogatoire. Et elle répondra bien évidemment à ces demandes écrites. Pour autant, il nous semble important que les questions qui sont posées à l'audience soient posées d'une façon ouverte, sans contenir en elles-mêmes des allégations selon lesquelles l'instruction aurait été diligentée d'une façon malhonnête, voire frauduleuse. Je pense qu'à ce stade, ce genre d'allégation est inapproprié. Donc vous êtes invité à poser des questions qui ne contiennent pas de telles suggestions et à poser des questions qui soient des questions ouvertes. Voilà, je pense que c'est ce qui était le plus important. Thank you for that. Je vous remercie, Monsieur le juge Lavergne. Je tiens à rajouter, afin que ce soit bien clair et que ce soit acté, dans ce que j'ai dit, mes propos étaient très mesurés et je ne pense pas avoir exprimé des allégations à l'encontre de qui que ce soit. Je n'ai pas donné de nom ou montré du doigt un enquêteur en particulier. Donc j'aimerais que ce soit noté dans la transcription que c'est ce que je voulais dire concernant cette réponse. Est-ce que je peux poser ma question au témoin? Le président, vous pouvez poursuivre votre questionnement du témoin. La défense de Nuntia, merci. Monsieur le témoin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure et je vais vous poser la même question. Qu'entendez-vous en disant que vous avez été bombardé de questions par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction? D'abord, si je déforme vos propos, veuillez me corriger et, le cas échéant, me dire ce que vous entendiez par là. Donc, concernant Pong, dans ma déclaration, j'ai dit ne pas savoir où ils sont allés. Ils ont insisté en me demandant qui avait disparu en premier. Et j'avais beaucoup de mal à répondre. J'ai dit que je ne le savais pas, mais ils ont insisté en me posant d'autres questions et en me demandant qui a été retiré en premier. C'est ce qui s'est passé. La défense, merci. Pour bien comprendre, donc, après avoir donné une réponse qui, à votre point de vue, était claire aux enquêteurs, ceux-ci ont continué à vous interroger et à vous poser des questions, tentant à suggérer que vous pourriez ou que vous devriez savoir la réponse? Est-ce que j'ai bien compris? Le président,
Le témoin veuille attendre le juge Lavergne. Yanoussi, je pense que soit on a un problème de communication, soit vous ne cherchez pas à comprendre ce qu'on vous dit. Mais on vous dit que dans les questions que vous devez poser des questions ouvertes et non des questions où vous suggérez que les choses se sont passées de façon déloyale. Je crois que ça me paraît relativement simple. Vous venez de suggérer exactement au témoin que la façon dont il a été interrogé était une façon qui était malhonnête. Your Honor, it was the witness's answer. Maître Yanoussi, monsieur le juge, c'est la réponse du témoin qui suggérait ceci et je ne faisais que poursuivre dans la même lignée de la réponse. Je ne pense que vous n'êtes pas ici pour commenter ce que la Chambre vous répond à une objection et vous êtes là pour appliquer les consignes qui vous sont indiquées. Well, in that case, just so Maître Yanoussi, pour être certain donc d'avoir bien compris cette instruction, je suis obligée de poser une question ouverte, même lorsque la réponse donnée par le témoin est fortement suggestive. Je veux juste comprendre, je ne veux pas vous offenser. Le président, monsieur le juge Lavergne, allez-y. Je crois qu'il ne faudrait peut-être pas surinterpréter la façon dont le témoin répond. Il faudrait aussi avoir une certaine conduite à l'audience qui soit à peu près loyale. thank you, Judge Laverne. Maître Yanoussi, merci monsieur le juge. Je passe à ma question suivante. Sur le même sujet, monsieur le témoin. L'une des premières choses que vous avez faites ici au prétoire en arrivant mercredi dernier, c'est de confirmer en répondant à une question du président l'ensemble du contenu de vos 2 procès-verbaux d'audition, de vos auditions par le bureau des co-juges d'instruction. Est-ce que vous vous rappelez de l'avoir fait? Réponse. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous la reformuler? Question. Je vais procéder étape par étape. Rappelez-vous votre première journée de déposition ici devant la Chambre, mercredi dernier? Monsieur le témoin, souhaitez-vous que je reformule ma question? Réponse. Je ne sais pas très bien. Lorsque j'ai commencé ma déposition mercredi, on m'a posé beaucoup de questions. De quelles questions s'agit-il? J'ai répondu à de nombreuses questions. Je ne m'en souviens pas de toutes. Maître Yanoussi, monsieur le témoin, vous avez tout à fait raison. Il se fait tard, je n'ai pas été claire, je m'en excuse. La toute première personne à vous questionner ici, c'était le président de la Chambre. Vous vous en souvenez? Réponse. Oui, je m'en souviens. Question. Merci.
D'après mes souvenirs, et corrigez-moi si je me trompe, il vous a demandé, entre autres, si vous aviez relu les procès-verbaux de vos deux auditions par les enquêteurs du BCIG, ce qui correspond d'ailleurs à la politique de la Chambre de remettre aux témoins ces procès-verbaux avant leur déposition. Réponse. Oui, le président m'a bien posé cette question. Et j'avais bien sûr relu les procès-verbaux. Qui correspondaient bien. Question. Merci. Je pense qu'ensuite le président vous a demandé si vous confirmiez bien l'ensemble du contenu de ces procès-verbaux et si vous vous en teniez à vos déclarations dans ces documents. Je me souviens que votre réponse a été oui. Corrigez-moi si je me suis trompée. Réponse. Oui, c'est exact. Question. Merci. À plusieurs moments pendant votre déposition ici, vous avez parfois dit que certaines parties de vos déclarations ne devaient pas être utilisées comme preuve. Il s'agit, me semble-t-il, des passages où vous-même vous dites avoir exprimé des présomptions. Réponse. Oui. Je l'ai dit à de nombreuses reprises. En demandant que mes auditions par les enquêteurs soient revues et que les passages où je formule des présomptions ne soient pas employés comme déclaration véridique et fiable. J'ai demandé à ce qu'on mette de côté ces passages. Question. Et est-ce que ceci est parce que le président de la Chambre vous a expliqué ce que cela signifiait d'employer des termes tels que peut-être? Est-ce que c'est pour cela que vous avez formulé cette demande? Parce que la Chambre même vous a expliqué ce que cela signifiait d'exprimer des présomptions ou de tirer des conclusions. Réponse. Oui. Le président m'a rappelé, me semble-t-il, dès le début de l'audience du matin, il m'a rappelé que je devais donner des réponses véridiques et non pas des réponses tirées de mes présomptions. Question, merci. Et j'en arrive à ma dernière question de la journée. Lorsque vous avez fait ces déclarations auprès du BCIG, est-ce que quelqu'un présent lors de vos auditions vous aurait expliqué que vous ne devez pas émettre des présomptions? Réponse. On ne me l'a pas expliqué clairement comme l'a fait le président. Toutefois, on m'a dit que je devais dire la vérité, de parler de ce dont j'avais clairement connaissance ou des choses que j'ai vécues. On m'a bien rappelé cela avant le début de mon audition. La défense. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le président, je ne veux rien présumer, mais je vous demande si c'est un bon moment pour lever l'audience. Je n'ai pas terminé. Je peux poursuivre demain.
Le président. Merci, maître. Nous allons lever l'audience qui reprendra demain. Maître, nous vous prions de bien relire la règle intérieure numéro 76, alinéa 7, qui indique clairement que dans les systèmes de droit civil, à l'exception des pourvois en appel, les modifications doivent être apportées conformément aux règles d'interrogation et que de telles demandes ne peuvent être invoquées devant la Chambre de première instance pendant la procédure. Donc c'est la règle 76.7. Nous allons poursuivre demain. Merci, monsieur le témoin. Nous allons lever l'audience et reprendre demain, le jeudi 6 septembre 2012 à 9 h. La déposition du même témoin se poursuivra avec des questions de la défense de Nunchia et ensuite de Yengsari. Que le public et les parties en soient informés. Monsieur le témoin, votre déposition n'est pas terminée. Vous devez comparaître à nouveau demain matin. Votre déposition se terminera probablement demain. Huissier d'audience, veuillez vous rapprocher de l'unité d'appui aux témoins afin de le raccompagner chez lui. Il devra revenir ici au prétoire demain à 9 h. Garde de sécurité, veuillez raccompagner les accusés au centre de détention des CETC et les raccompagner au prétoire demain avant 9 h. L'audience est levée.